Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Refait d'Afrique Télévision. C'est avec une note triste que nous ouvrons cette édition du point de l'économie car le président du Conseil économique et social Ayan Luc est décédé le 14 octobre 2025. Il a présidé cette assemblée consultative pendant 41 années. Durant cette période, le natif de Dokola, dans l'arrondissement de Kak-Air, département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord, s'est illustré par la discrétion, considérée parfois comme une absence de la scène à cause de la présence du Conseil constitutionnel. L'organe classé comme quatrième dans la préséance des institutions républicaines est resté en retrait, permettant à d'autres comme la présidence de la République, le Parlement ou le gouvernement d'occuper la scène et d'être plus productif. Pourtant, il est chargé de l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement, donner son avis sur des projets de loi d'ordonnance ou décrets, ce à quoi l'institution était censée s'atteler toutes ces décennies sous la présidence de Ayan Luc. Le Conseil économique lui est confié par le chef de l'État Paul Biya après avoir officié comme Premier ministre de ce dernier. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, le spécialiste du droit et de l'économie a été ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales en 1978. Sous le magistère du président Paul Biya, il est le deuxième Premier ministre après Bello Bouba Maïgari. L'administrateur civil principal, avant d'hériter ce poste, est passé par le secrétariat général de la présidence de la République en qualité de chef-service, puis vice-préfet de Ngaoundéré. Le haut commis de l'État décède à l'âge de 78 ans des suites de maladies, à un moment clé de l'histoire du Cameroun où le peuple a passé aux élections le 12 octobre dernier. Restons toujours au Cameroun pour parler de toute autre chose, notamment de la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques qui a été présidée par le Premier ministre camerounais Joseph John Goutté à Meyo, dans la région du centre. Porté par le Camerounais Idriss Confiance B, ce projet, qui devrait permettre de créer entre 300 et 500 emplois directs selon les projections officielles, est réalisé en partenariat avec la firme chinoise Yinsheng Pharmaceutical Group Fabrication Company. L'usine, dont la construction est annoncée sur 15 mois, coûtera au total 30 milliards de francs CFA. Les financements proviennent à la fois des fonds propres des promoteurs, des banques et d'autres investisseurs étrangers et locaux. Cette unité industrielle, dont la livraison est prévue au mois de septembre 2027, sera dotée d'une capacité de production annuelle de 100 millions de flacons de perfusion, 2 milliards d'ampoules injectables et 10 milliards de comprimés pour 100 références de médicaments et dispositifs médicaux. Selon le Premier ministre, le gouvernement apporte son soutien à cette initiative privée parce qu'elle vise à réduire la dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'étranger. Et d'après les données de l'Institut national de la statistique, le pays a importé pour 170 milliards de francs CFA de produits pharmaceutiques en 2024, en hausse de 3,3 milliards de francs CFA en glissement annuel. Pour le premier trimestre de 2025, le statisticien public révèle que le Cameroun a importé pour 41 milliards de francs CFA de produits pharmaceutiques, contribuant ainsi à creuser les réserves extérieures et à déséquilibrer la balance commerciale. Le projet en cours d'implémentation au Cameroun sur un site de 5 hectares participera donc à la promotion de l'import-substitution. Au Gabon, les recettes minières vont désormais figurer dans le budget de l'État. L'annonce a été faite par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques au palais présidentiel le 8 octobre dernier. Le but est de renforcer la transparence et de s'assurer que les revenus issus de l'exploitation de l'or profitent pleinement au pays. Le chef de l'État souhaite faire de ce secteur un levier de développement local et de création d'emplois. C'est pourquoi il a instruit le gouvernement à mettre en place un cadre réglementaire strict et efficace. Il a donc instruit le gouvernement gabonais à réaliser un audit complet du secteur aurifère,
l'organisation de missions de contrôle pour interdire toute exploitation sans permis, des sanctions fermes à l'encontre des auteurs d'orpaillage illégal et la mise en place d'un système de surveillance satellitaire en lien avec les unités spécialisées pour détecter toute activité illicite. Le président a aussi décidé d'interdire l'exploitation artisanale non encadrée, d'exiger une caution bancaire pour les opérateurs agréés, d'adopter de textes imposants le raffinage local de l'or ainsi que la création d'une grille nationale de fixation des prix de l'or. Dans l'optique de renforcer la régulation du secteur des hydrocarbures et assurer un approvisionnement équitable et transparent pour les consommateurs dans le pays, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, en collaboration avec l'Office malien de l'activité pétrolière, la Direction nationale de la gestion minérale et les forces de sécurité a lancé il y a quelques jours une vaste opération de contrôle et de sensibilisation sur les marchés de carburant à Bamako et dans les régions du Mali. Cette initiative intervient à la suite des décisions prises lors de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes tenue le 7 octobre dernier. Le comité avait souligné la nécessité de renforcer le contrôle du marché des hydrocarbures pour protéger les consommateurs et éviter les pratiques commerciales déloyales. Au Burkina Faso, le gouvernement a interdit de façon temporaire l'importation des poussins de chair. La décision a été officialisée par un communiqué du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques qui précise que les autorisations d'importation habituellement délivrées par la Direction générale des services vétérinaires sont gelées jusqu'à nouvel ordre. Selon les autorités, cette mesure vise notamment à préserver la filière avicole nationale et à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Elle traduit en outre la volonté de stimuler la production nationale et de consolider la compétitivité des acteurs locaux. Toute infraction à cette directive entraînera l'application des sanctions prévues par la législation nationale. Il faut relever que l'industrie avicole dans le pays contribue à hauteur de 6% au PIB agricole selon les autorités. En 2022, la volaille comptait pour 50% de l'effectif du cheptel national qui était évalué à plus de 70,5 millions de têtes d'animaux d'après les données du ministère de l'Agriculture. L'aviculture occupe une place de choix dans le sous-secteur de l'élevage. Avec la suspension des importations, le défi sera de substituer durablement les volumes importés par une offre locale compétitive dans un contexte où les besoins de consommation sont appelés à augmenter avec la croissance de la population. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes pages multimédia.